Bonjour. Le Venezuela. Ah, un nom qui évoque tellement d'images, souvent un peu contradictoires, non? Oui, c'est vrai. Les plages des Caraïbes, bien sûr, l'idée d'une richesse pétrolière passée, immense, et puis la crise actuelle, la complexité politique, on a du mal à suivre parfois. Tout à fait. C'est un pays de contrastes forts. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut sans doute remonter loin. Christophe Colomb, 1498, il arrive sur les côtes. C'est ça. Mais c'est Amerigo Vespucci, l'année suivante, qui lui donne son nom. Venezuela, une petite Venise, c'est l'histoire qu'on raconte souvent, avec les villages sur pilotis. Oui, c'est une des hypothèses. L'autre, ce serait une origine indigène qui signifierait grand eau. Intéressant, donc déjà à l'origine il y a une petite part de mystère. Un peu, oui. Bon, aujourd'hui notre objectif c'est de se plonger dans les grandes étapes de cette histoire vénézuélienne, de cette rencontre avec l'Europe jusqu'à la situation d'aujourd'hui. On va s'appuyer sur les recherches et documents qu'on a. Exactement. L'idée, c'est d'essayer d'identifier les fils conducteurs, voyez. La colonisation, bien sûr, son impact durable, L'héritage, oui. la lutte pour l'indépendance, évidemment, et puis ce choc énorme qu'a été la découverte du pétrole. Ah, le pétrole. Et enfin, les tournants politiques plus récents, pour essayer de comprendre comment toutes ces couches d'histoire, elles s'additionnent et façonnent le Venezuela qu'on connaît. Parfait. Alors, on commence par le commencement. Après Colomb, Vespucci, la conquête, vous disiez que ça n'a pas été facile? Non, non, pas vraiment. Contrairement au Mexique ou au Pérou, il n'y avait pas ici un grand empire centralisé à conquérir. Plutôt une mosaïque de peuples. C'est ça. Des Arawaks, et puis les Caribes, Ah, les fameux Caribes, dont le nom aurait donné cannibale, c'est ça? c'est l'étymologie probable, oui. Réputés redoutables. Et d'ailleurs, les sources mentionnent un épisode assez étonnant, une tentative de colonisation allemande. Allemande? Au Venezuela? Oui, oui, c'est une anecdote intéressante. Les Welser, des banquiers d'Augsbourg, avaient obtenu une concession de Charles V. Ils ont envoyé des explorateurs comme un certain Federmann dans les années 1530. Pour chercher l'Eldorado, j'imagine. Bien sûr, comme tout le monde à l'époque, hein. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Pas de résultats probants, et puis la concurrence espagnole était trop forte. Et cette période, elle est marquée par la violence aussi. Ah oui, une grande violence. On a des figures comme Lope de Aguirre. Le fou de Dieu. Exactement. Son expédition sanglante sur l'Orénox a laissé une trace très sombre dans les mémoires. C'était une conquête dure. Et donc, sans l'or qu'ils espéraient tant trouver, comment les Espagnols ont-ils valorisé cette colonie? Ils se sont rabattus sur l'agriculture, surtout dans les contreforts des Andes, là où le climat était plus clément, les terras temperas. Pour cultiver quoi? Du blé. Oui, un peu de blé européen, mais surtout le cacao. Ça va devenir la grande richesse du Venezuela colonial au XVIIe siècle. Le cacao? Ouais. Et ce qui est assez notable, c'est le rôle qu'ont joué les Juifs hollandais de l'île voisine de Curaçao. Ah oui, comment ça? Ils ont aidé à développer les techniques, mais surtout à organiser le commerce, l'exportation. Ça a créé une vraie prospérité. Mais ça a aussi créé des tensions forcément avec la couronne espagnole qui voulait contrôler ce commerce via sa compagnie, la compagnie Guipuzcoane. Logique. Et cette économie de plantation, basée sur le cacao, elle reposait sur quelle main-d'œuvre, quelle structure sociale? Alors, elle reposait d'abord sur l'importation massive d'esclaves africains et sur la mise en place du système des haciendas. Les grandes propriétés agricoles. Voilà, souvent immenses, les latifondios. Et ce système, il va vraiment structurer la société vénézuélienne pour des siècles, avec une hiérarchie très rigide et des inégalités énormes. On imagine le travail forcé. Oui, d'abord le répartimento pour les populations indigènes, puis le système du péonage où les paysans, souvent métis ou indigènes, étaient liés à la terre par leurs dettes. C'est une matrice sociale qui va laisser des traces profondes, très profondes. Et j'imagine que cette rigidité, ces inégalités, plus les idées nouvelles qui arrivaient d'Europe, les Lumières, la Révolution française, ça a dû finir par créer un cocktail explosif. Absolument. Le mécontentement monte, surtout chez les criollos. Les créoles, donc les descendants d'Européens nés sur place. Exactement. Eux, ils ont la richesse économique, souvent les terres, les haciendas, mais ils sont frustrés. Pourquoi? Parce que les postes les plus importants, dans l'administration, dans l'armée, tout ça, c'est réservé aux péninsulaires, ceux qui sont nés en Espagne. Ah d'accord, une sorte de plafond de verre colonial.
C'est un peu ça, oui. Et cette frustration, c'est un moteur puissant pour le désir d'indépendance. Et cette indépendance, elle va pas se faire en douceur. On pense tout de suite à Simon Bolivar, évidemment, mais la guerre a été longue, brutale. Extrêmement brutal. De 1810 à 1821, en gros. Il y a d'abord Francisco de Miranda, un peu le précurseur intellectuel, mais c'est Bolivar qui devient le leader incontesté, le libertador. Avec des campagnes militaires restées célèbres. Oui, après des débuts difficiles, il y a la fameuse campagne admirable en 1813. Mais il prend aussi des décisions terribles, le décret de guerre à mort, par exemple, Contre les Espagnols. contre les Espagnols et tous ceux qui les soutenaient. Ça montre bien la férocité des combats. La victoire décisive, ce sera finalement à Carabobo en 1821. Et Bolivar, il voyait encore plus grand que le seul Venezuela, n'est-ce pas? Il avait ce rêve de la Grande Colombie. Oui, tout à fait. Son idée, c'était de réunir le Venezuela, la Nouvelle-Grenade, l'actuelle Colombie, l'Équateur et même le Panama. En gros, recréer l'unité de l'ancienne vice-royauté espagnole. Un projet ambitieux. Très ambitieux, mais miné dès le départ par les rivalités internes. D'un côté, les centralistes, autour de Bolivar lui-même à Bogota. De l'autre, les fédéralistes, avec son propre vice-président, Santander. Et les chefs militaires locaux? Exactement, les caudillos, comme José Antonio Páez au Venezuela, qui va carrément mener la sécession, ce qu'on a appelé la Cosiata. Et donc, échec de la Grande Colombie. Oui, échec rapide dès 1830. Et ce n'est pas juste une querelle de personnes, hein. Ça inscrit durablement dans l'ADN politique du Venezuela cette tendance à la fragmentation, à l'instabilité. C'est quelque chose qui va revenir. Bolivar meurt la même année d'ailleurs. Oui, en 1830, amer, désabusé par l'échec de son rêve unificateur. Donc le Venezuela, né indépendant, certes, mais déjà marqué par l'instabilité et les divisions. Et ça continue après? Oh que oui, ça marque quasiment tout le 19e siècle. C'est vraiment l'ère des caudillos, ces chefs militaires régionaux qui font et défont les gouvernements par les armes, Avec des guerres civiles. presque permanentes. La guerre fédérale, entre 1859 et 1863, elle est particulièrement sanglante. On parle de 200 000 morts. C'est énorme pour l'époque. Et politiquement, ça donne quoi? Ça oscille constamment entre les conservateurs, souvent basés dans l'Ouest andin, et les libéraux, plutôt liés à l'Est et à l'économie du café, qui avaient pris le relais du cacao, L'économie reste agricole donc. essentiellement. Café, un peu de cacao encore, et même un petit boom du coton pendant la guerre de sécession américaine, quand le coton du sud des États-Unis n'arrivait plus en Europe. Mais toujours cette dépendance à un ou deux produits d'exportation. C'est déjà là. Est-ce qu'il y a quand même eu, dans cette période troublée, des tentatives de structurer un peu le pays, de le moderniser? Oui, il faut mentionner Antonio Guzmán Blanco. Il a été président plusieurs fois entre 1870 et 1888. Il était assez fasciné par l'Europe, surtout par la France de Napoléon III. Et il a fait quoi concrètement? Il a lancé pas mal de travaux, des chemins de fer, des bâtiments publics à Caracas, dans un style un peu parisien. Il a créé la monnaie nationale, le bolivar, qui existe toujours. Il a développé l'éducation publique, essayé de laïciser un peu l'État en réduisant l'influence de l'Église. C'était une modernisation autoritaire, hein, mais réelle. Mais toujours sous la menace des militaires. Toujours. Le pouvoir restait très personnel et fragile. Et puis arrive l'élément qui va absolument tout bouleverser. Le pétrole. Voilà. Découvert à la fin du 19e siècle, mais son exploitation commence vraiment au début du 20e. D'abord sous Cipriano Castro, qui a eu maille à partir avec les Européens d'ailleurs, un blocus naval en 1902 pour des histoires de dettes. Ah oui. Mais c'est surtout son successeur, un autre général venu des Andes, comme lui, Juan Vicente Gómez, qui va vraiment bâtir son pouvoir sur l'or noir. Et là, on entre dans une autre ère. Complètement. Gómez dirige le pays d'une main de fer absolue pendant 27 ans, de 1908 à sa mort en 1935. C'est une dictature très dure, très répressive, Mais il développe l'industrie pétrolière? massivement. Il ouvre grand les portes aux compagnies étrangères, américaines, britanniques, hollandaises. Lui et son clan s'enrichissent de manière fabuleuse. Mais, fait notable souligné dans les sources, il utilise aussi cet argent pour rembourser intégralement la dette extérieure du Venezuela. Ah, quand même! Le pétrole devient le moteur quasi unique de l'économie. Et ça ne changera plus fondamentalement. La mort de Gómez en 1935, ça ouvre une fenêtre
Vers plus de démocratie, peut-être? Une transition très prudente commence. Son successeur, un autre militaire, Eleazar López Contreras, va un peu desserrer l'étau. Il autorise certains partis politiques, il mène quelques réformes sociales timides. Il y a aussi cette histoire d'accueil de réfugiés juifs. Oui, c'est un aspect intéressant. En 1939, il autorise l'entrée de plusieurs centaines de réfugiés juifs allemands qui fuyaient le nazisme, alors que beaucoup de pays leur fermaient leurs portes. C'est à noter. Et son successeur, Medina Angarita, continue dans cette voie? Isaias Wedina Angarita, oui, de 1941 à 1945, il poursuit cette ouverture pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pétrole vénézuélien est alors crucial pour l'effort de guerre allié. Le pays est le premier exportateur mondial. Donc ça donne des moyens au gouvernement. Énormément. Medina en profite pour aller plus loin. Il légalise le Parti communiste, lance des réformes sociales et surtout, il promulgue une loi sur les hydrocarbures en 1943 qui augmente la part des revenus pétroliers revenant à l'État. Une étape importante. Mais cette ouverture progressive, elle est stoppée net, j'ai cru comprendre. Oui, coup de théâtre en octobre 1945. Medina est renversé par un coup d'État. Un coup d'État mené par de jeunes officiers militaires et un civil, Romulo Betancourt. Le leader du Parti social-démocrate, Action démocratique, AD. Exactement. Ironiquement, il reproche à Medina d'être trop lent dans les réformes. Alors s'ouvre ce qu'on appelle le triennio ADECO, les 3 années de gouvernement d'AD, de 1945 à 1948. C'est la première vraie expérience démocratique du pays, avec suffrage universel, y compris pour les femmes, une nouvelle constitution. Une période de changements intenses, j'imagine. Très intense, beaucoup de réformes sociales, éducatives, mais aussi une très forte polarisation politique. Et comme souvent au Venezuela, L'expérience démocratique ne dure pas. malheureusement non. En 1948, nouveau coup d'État militaire, qui porte finalement au pouvoir, après quelques années de transition, un certain Marcos Pérez Jiménez. Et retour à la dictature. Oui, une dictature de 1952 à 1958. Et là, on retrouve un schéma un peu classique. L'argent du pétrole coule à flot, Pérez Jiménez s'en sert pour une politique de grands travaux très spectaculaires. C'est l'époque des grandes autoroutes, des immeubles modernes à Caracas. Exactement. La fameuse autoroute Caracas-La Guaira, les grands ensembles de logements sociaux en béton très modernistes. Ça donne une image de progrès, de puissance. Mais derrière, la répression politique est féroce, avec une police politique redoutée, la Seguridad Nacional. Et cette domination des militaires venus des Andes, ça continue? Oui, c'est une constante assez frappante que soulignent les sources. Castro, Gómez, Pérez Jiménez, tous viennent de l'état andin de Táchira. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que Betancourt et Carlos Andrés Pérez, les grandes figures d'AD, viennent aussi de là. Incroyable. Une sorte de filière Táchira au sommet du pouvoir? On pourrait dire ça, oui. La chute de Pérez Jiménez en 1958, c'est enfin le début d'une ère démocratique plus durable. Oui, là, c'est un vrai tournant. Après sa chute, les principaux partis politiques AD, donc, et le Parti social-chrétien COPE, signent ce qu'on appelle le pacte de Punto Fijo. Quel est l'objectif de ce pacte? Assurer la stabilité, mettre fin au coup d'État, garantir une alternance pacifique au pouvoir entre AD et COPEI, et surtout exclure les extrêmes, les communistes d'un côté et les partisans de l'ancien dictateur de l'autre. Et ça marche. Plutôt bien. Pendant 40 ans, de 1958 à 1998, c'est la période de la démocratie dite punto figista. Une période de relative stabilité, de développement économique et social, largement financée par la manne pétrolière. Surtout quand les prix du pétrole s'envolent, comme dans les années 70. Exactement. Le premier choc pétrolier de 1973, sous la première présidence de Carlos Andrés Pérez, AD, c'est l'apogée de cette Venezuela saoudite riche et stable. Le pays est alors vraiment vu comme un modèle en Amérique latine. Mais ce modèle finit par montrer ses limites, ses failles. Oui, clairement. À partir des années 80, les problèmes commencent à s'accumuler sérieusement. D'abord, cette dépendance au pétrole rend l'économie très vulnérable. Quand les prix chutent fortement en 1988, c'est la crise économique directe. Et la corruption? Elle devient un problème majeur, endémique. Elle gangrène les partis au pouvoir, AD comme COPEI. Il y a des scandales énormes sous la présidence de Jaime Luchinsi AD, puis lors du second mandat de Carlos Andrés Pérez. Et socialement? Socialement, le système semble de plus en plus incapable de redistribuer la richesse pétrolière. Les inégalités se creusent. Une grande partie de la population, surtout dans les quartiers populaires, se sont exclus, oubliés par ce système politique qui tourne un peu en vase clos entre les deux grands partis. C'est ce qui mène aux émeutes du Caracazo. Oui, en février 1989,
Une explosion sociale très violente à Caracas et dans d'autres villes suite à l'annonce d'un plan d'austérité par Carlos Andrés Pérez, qui venait d'être réélu. La répression par l'armée est terrible. Des centaines, peut-être des milliers de morts. C'est un traumatisme national. Ça marque une rupture, hein. Ça marque une rupture profonde. La confiance dans le système de Punto Fijo est brisée. D'autres événements, comme le massacre de pêcheurs par l'armée à El Amparo en 88, avaient déjà terni l'image des institutions. Le système est perçu comme corrompu, inefficace et répressif. Il est à bout de souffle. Et c'est dans ce contexte de désillusion générale qu'émerge une nouvelle figure, Hugo Chavez. Exactement. Hugo Chavez, un lieutenant-colonel issu d'un milieu modeste des plaines du Venezuela. Personnage charismatique, au discours très direct. Il s'était déjà fait connaître avant, non? Oui, il avait mené 2 tentatives de coup d'État ratées en 1992 contre Carlos Andrés Pérez. Il a fait de la prison, puis été gracié. Et là, il choisit la voie politique. Avec quel message? Un message radical de rupture, contre la corruption, contre les élites traditionnelles, contre ce puntofigisme qu'il dénonce. Il promet une révolution bolivarienne pour refonder le pays, pour donner le pouvoir au peuple, aux pauvres. Et ça marche. Il est élu président très largement en 1998. C'est vraiment la fin d'une époque. L'ère Chavez commence de 1999 jusqu'à sa mort en 2013. Qu'est-ce que cette révolution bolivarienne a signifié concrètement? D'abord, un changement institutionnel majeur, avec une nouvelle constitution en 1999. Elle change le nom du pays, République bolivarienne du Venezuela, et renforce considérablement les pouvoirs du président. Et sur le plan social? C'est là le cœur du projet chaviste, le lancement de vastes programmes sociaux, les fameuses missions. Dans la santé, l'éducation, l'alimentation, le logement. Des programmes destinés aux populations les plus défavorisées et financés massivement par l'envolée des prix du pétrole dans les années 2000. Ça a eu un impact réel sur la réduction de la pauvreté à ce moment-là. Il y a aussi eu des nationalisations. Oui, une vague importante. Le secteur pétrolier avec la compagnie nationale PDVSA, qui devient vraiment le bras financier du gouvernement. Mais aussi l'électricité, les télécoms, la sidérurgie, des terres agricoles. L'État reprend un contrôle fort sur l'économie. Et à l'international, une politique très marquée. Très. Une posture très anti-américaine, très critique de l'impérialisme yankee, et en parallèle, la construction d'alliances fortes avec Cuba, bien sûr, mais aussi la Bolivie d'Evo Morales, l'Équateur de Correa. C'est la création de l'ALBA, l'Alliance bolivarienne, comme alternative au projet de libre-échange promu par Washington dans la région. Mais cette révolution, elle n'a pas fait l'unanimité, loin de là. Non, absolument pas. Elle a provoqué une polarisation extrême de la société vénézuélienne, entre les chavistes très mobilisés et une opposition farouche issue des anciennes élites, mais aussi d'une partie des classes moyennes. Il y a même eu une tentative de coup d'État contre Chavez. Oui, en avril 2002. Un coup d'État bref, soutenu par une partie du patronat, des médias privés, et avec, semble-t-il, au moins la bienveillance de Washington. Mais Chavez est revenu au pouvoir en moins de 48 heures grâce à la mobilisation de ses partisans et à la loyauté d'une partie de l'armée. Et comment a-t-il réagi après ça? Il a renforcé son contrôle sur les institutions, sur l'armée, sur l'économie. Il a aussi créé son grand parti, le Parti socialiste unifié du Venezuela, PSUV, pour encadrer et mobiliser sa base. Les tensions avec l'opposition, les médias critiques, sont devenues permanentes, très vives. Sa mort en 2013, des suites d'un cancer, a laissé un vide et beaucoup d'incertitudes. Oui, un vide immense. Il avait désigné Nicolás Maduro comme son successeur politique juste avant de mourir. Mais Maduro hérite d'une situation déjà compliquée et qui va très vite devenir dramatique. C'est Nicolás Maduro qui est au pouvoir depuis. Et là, l'héritage chaviste, combiné à d'autres facteurs, mène à une crise terrible. Oui, une crise d'une ampleur inédite. Maduro arrive au pouvoir juste au moment où les prix du pétrole, qui avaient soutenu toute l'économie et les programmes sociaux, commencent à chuter lourdement, à partir de 2014. Et ça, combiné aux politiques économiques menées, Combiné à des années de politique économique, contrôle des prix très strict, contrôle d'échange, expropriation, gestion jugée calamiteuse de PDVSA, qui voit sa production s'effondrer malgré les réserves gigantesques. Tout ça crée un cocktail détonnant. L'économie vénézuélienne s'effondre littéralement. on parle d'hyperinflation record, de pénurie généralisée. C'est ça. Une hyperinflation qui pulvérise la monnaie et le pouvoir d'achat. Des pénuries absolument partout. Nourriture, médicaments, produits de base, pièces détachées.
Le système de santé s'écroule, la malnutrition augmente dramatiquement, l'insécurité explose, Caracas devient une des capitales les plus dangereuses du monde. Une crise humanitaire, en fait. Une crise humanitaire majeure, oui, qui pousse des millions de Vénézuéliens à quitter le pays. On parle de 6 ou 7 millions de personnes, c'est énorme. C'est une des plus grandes crises migratoires actuelles dans le monde. Et face à cette situation catastrophique, comment réagit le gouvernement Maduro? Par un verrouillage politique et un raidissement autoritaire de plus en plus marqué. C'est-à-dire? Mise en place du carnet de la patria, par exemple, une carte d'identité électronique nécessaire pour accéder à certaines aides sociales, mais que l'opposition dénonce comme un outil de contrôle social et politique. Répression accrue des manifestations, emprisonnement d'opposants. Et les élections? Elles sont de plus en plus contestées. L'élection présidentielle de 2018, où Maduro est réélu, est boycottée par une grande partie de l'opposition et n'est pas reconnue par de nombreux pays, notamment les États-Unis, l'Union européenne et la plupart des pays d'Amérique latine. Ce qui nous amène à cette situation politique complètement folle de 2019, avec Juan Guaidó. Exactement. En janvier 2019, Juan Guaidó, qui était alors le jeune président de l'Assemblée nationale, la seule institution encore contrôlée par l'opposition depuis les législatives de 2015, s'appuie sur la Constitution pour se déclarer président par intérim en arguant que l'élection de Maduro était illégitime. Et il est reconnu par beaucoup de pays? Oui, par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis et la plupart des pays européens et latino-américains. Le Venezuela se retrouve donc, de fait, avec deux présidents qui se disputent la légitimité. Une situation totalement inédite. Avec des conséquences internationales? Oui, des sanctions internationales très lourdes sont imposées, surtout par les États-Unis, visant le secteur pétrolier, les finances du pays, l'entourage de Maduro. L'objectif est de l'asphyxier économiquement pour le faire tomber. Mais ça n'a pas marché. Non. Malgré l'aggravation terrible de la crise économique et humanitaire, Maduro a tenu bon. Il a conservé le soutien crucial de l'armée et l'appui de ses alliés internationaux. La Russie, la Chine, Cuba, l'Iran, la Turquie. On parle aussi de réseaux de corruption massifs, impliquant par exemple le scandale Odebrecht, qui aurait permis à certains cercles du pouvoir de se maintenir. On arrive donc à aujourd'hui, un pays qui a les plus grandes réserves de pétrole du monde, mais qui est ruiné économiquement. Une société fracturée, une population qui souffre énormément. C'est le grand paradoxe vénézuélien. Et les sources mentionnaient même que la guerre en Ukraine avait poussé les États-Unis à envisager de lever certaines sanctions pour que le pétrole vénézuélien revienne sur le marché mondial. Oui, c'est l'ironie de l'histoire. La géopolitique énergétique reprend ses droits. Même un pays paria comme le Venezuela redevient potentiellement intéressant quand le marché pétrolier est sous tension. Si on devait essayer de tirer quelques fils rouges de toute cette histoire, depuis la petite Venise jusqu'à la crise actuelle, qu'est-ce qui ressort le plus? Plusieurs choses reviennent de manière assez constante, je trouve. D'abord, cette dépendance extrême à une ressource naturelle. Le cacao autrefois, mais surtout le pétrole depuis plus d'un siècle. Ça a créé ce qu'on appelle la maladie hollandaise, une richesse immense, mais concentrée, qui décourage les autres secteurs économiques et rend le pays terriblement vulnérable aux chocs externes. Ensuite, l'instabilité politique. Oui, une instabilité politique chronique, le rôle démesuré des militaires dans l'histoire du pays, le poids des figures charismatiques, des caudillos d'hier aux leaders populistes d'aujourd'hui, de Bolivar à Gomez, de Pérez Jiménez à Chavez, c'est une constante. Et les divisions sociales? Des fractures sociales très profondes, souvent liées à l'inégale répartition de cette fameuse rente pétrolière. Qui profite de l'argent du pétrole? Qui en est exclu? Cette question alimente en permanence la polarisation politique et les conflits sociaux. On termine donc sur cette image un peu vertigineuse. Un pays immensement riche en potentiel, mais qui semble comme prisonnier de son histoire, de sa géologie même. C'est ça. Les sources nous laissent un peu face à cette interrogation. Le Venezuela peut-il sortir de ces cycles de boom pétrolier suivis de crises terribles, de démocratie fragile suivis d'autoritarisme palin? Peut-il briser cette dépendance? Surtout à l'heure où le monde entier parle de transition énergétique. Exactement. Comment un pays dont l'identité et l'économie sont si intimement liées au pétrole peut-il imaginer un avenir différent? C'est un défi colossal. La réponse, pour l'instant, reste ouverte. C'est une question profonde, oui, pour conclure cette exploration.